Christian Herzog, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié de venir partager votre expérience en matière de relations clients avec nos auditeurs. Mais avant tout, on va vous présenter. Donc, vous êtes le responsable de la relation client d'une entreprise très connue qui est Air France KLM. Tout à fait, donc c'est un groupe Oui. avec deux compagnies principales, Air France et KLM. Et je suis directeur marketing du groupe. Depuis combien de temps? Depuis un peu plus d'1 an. Donc, vous êtes dans vos meubles déjà ou... Vous Oui. connaissez le groupe, je crois. Je connais le groupe depuis un certain temps, tout à fait, oui. Je suis rentré dans les années 80 chez Air France KLM. Mais c'est le poste dont je rêvais depuis très longtemps. Donc, voilà, j'ai beaucoup intrigué pour arriver là. Donc, je suis d'abord un homme de marketing, par ma formation initiale, par la première société qui m'a employé. Qui était Colgate-Palmolive. D'accord. On sort d'HEC, qu'on a fait du marketing, il faut qu'on rentre chez un lessivier, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et après, j'ai pas su résister aux sirènes d'Air France. Vous êtes directement après rentré dans l'univers Air France? Tout à fait, Ouais. tout à fait. Et voilà, comme directeur de marketing depuis 1 an. Une entreprise compliquée dans un univers compliqué. Tout à fait, et le marketing est multifacette chez Air France KLM. C'est à la fois des choses très concrètes, comme des sièges, mais c'est aussi des aspects plus affectifs. Notre métier, c'est du service, donc on est en relation avec 100% de nos clients. Ce n'est pas un produit qu'on vend, c'est une relation, c'est un échange, c'est une expérience. Et notre ambition d'ailleurs, c'est de transformer le voyage en une expérience positive et en une suite de moments réussis. Alors C'est particulièrement challenging. Vous disiez tout à l'heure que c'était le poste dont vous aviez toujours rêvé. C'est une boutade ou il y a Non, c'est pas une boutade. C'est vraiment... C'est boîtier boutade et entièrement une vérité. Et pourquoi? En quoi ça remplit vos attentes, cette fonction? Parce que c'est quelque chose que vous refaites tous les jours, que c'est quelque chose de partagé. Les premiers hommes du marketing, c'est par exemple nos équipages. 13 000 personnes qui servent les clients dans le monde entier. Donc c'est un challenge au quotidien. C'est une chaîne de services, donc là aussi c'est très complexe. C'est une clientèle qui est mondiale. On a presque autant d'individus différents que de clients. Il y en a 71 000 clients par an. Donc il y a une forte diversité et il y a une forte complexité. On est présent sur tous les pays. Tout ça en ayant quand même une identité très forte. Parce que parmi les choses que nous souhaitons faire, c'est défendre la francité à travers le monde. Donc on doit être à la fois ouvert et international, mais porter les valeurs françaises. Et on doit s'adresser à 71 000 individus. Qui sont de tous les pays, de toutes les cultures. Exactement, et qui voyagent pour des motivations très différentes, affaires, loisirs, qui sont européens ou chinois, qui sont des enfants. On transporte tous les ans 3 millions d'enfants. Qui sont des personnes handicapées ou à mobilité réduite, 400 000 personnes, et pour chacun d'entre eux, on essaye de proposer tous nos services, et aussi des services spécifiques. On a des services particuliers, par exemple pour les handicapés, dont on va fêter les 10 ans bientôt, je crois dans quelques semaines. Donc ça s'appelle Saphir, l'offre particulière pour les handicapés, et c'est 400 000 personnes, et c'est très important pour nous. Et alors, là c'est la problématique de la compagnie Air France d'offrir tous ces services, de les ajuster aux attentes, etc. L'homme de marketing et de la relation client, vous dites des équipages, donc vos équipes, ça va d'où à où? Ça comprend, vous considérez que les stewards, les hôtesses, elles font partie de l'équipe marketing? Vous les pilotez à ce titre-là? C'est elles qui construisent notre produit au jour le jour. Donc effectivement, le marketing, il est responsable de la définition de ce produit, et des services, du produit au sol et en vol. Et il a une responsabilité d'animation ou de soutien ou de développement d'un certain nombre d'aides pour tous ces gens-là afin de rendre le service le plus approprié possible à nos clients. Alors, vu de l'extérieur, ce n'est pas du tout mon univers, mais je prends l'avion de temps en temps comme certains. On a l'impression que c'est un univers qui est lui-même assez stéréotypé, assez normé.
C'est-à-dire que par exemple, le début de la relation avec une hôtesse de l'air, c'est quand elle vous fait les gestes pour vous expliquer quand le masque tombe, quand l'avion s'écrase, etc. Donc c'est déjà un métier assez particulier où on commence par envisager tous les malheurs possibles et surtout les pires. Donc c'est déjà particulier pour ce métier-là, parce que c'est presque le seul où ça se passe comme ça. C'est-à-dire que le premier service que nous devons rendre à nos clients, c'est la sécurité. Oui. C'est le premier service, c'est la première offre, c'est la première promesse client. Donc elle est fondamentale. Et effectivement, il y a toute une série de, plus que des contraintes, d'obligations et d'obsessions de la sécurité. Et après, il y a tous les autres services aux clients. Et alors ça, justement, on se dit, c'est depuis 20 ans ou peut-être plus, le message avec les bras qui font comme ça, etc., pour expliquer le chemin, pour suivre les masques qui tombent. On a l'impression que ça, c'est presque de l'automatisme. On avait vu une vidéo qui avait circulé sur YouTube d'un steward qui justement le faisait en slam, justement pour arriver à changer un peu le discours pour que ce ne soit pas tout le temps pareil, quoi. Et les gens tapaient des mains, on écoute un livre, est-ce que ça passait mieux, j'en sais rien. Mais déjà, je trouve que c'est assez révélateur. Et après, Air France, quand on dit quelqu'un qui a une voix d'hôtesse de l'air, ça veut dire un petit peu éthéré, pas très convaincu, qui est très charmant, très souriant, etc., mais un peu superficiel. Est-ce que c'est un peu ça, est-ce que ça c'est normal, ça fait partie de ce que les gens attendent et on est comme ça dans l'univers aérien? Je voudrais élargir un petit peu la question, si vous me permettez. Je pense que vraiment dans les atouts d'Air France, il y a nos équipages commerciaux. Oui. Pour toute une série de raisons. Enfin, bien sûr, on se mesure par rapport à la concurrence, donc on a des benchmarks qui sont faits par IATA. Donc IATA, c'est l'association de tous les transporteurs à travers le monde. Et donc on voit à la lumière de ces benchmarks toute la force et tout l'atout que nous donnent ce qu'on appelle nos PNC, nos navigants commerciaux. Ils sont considérés très professionnels. Et donc l'aspect sécurité rentre dans ce cadre-là. C'est vrai que j'ai l'impression que par rapport à d'autres compagnies aériennes, on est plus sensible, plus professionnel, plus rigoureux sur un certain nombre d'aspects liés à la sécurité. Mais ils ont aussi d'autres atouts. Ils sont extrêmement jeunes, ils ont une formation à la relation client qui est forte, ils sont dédiés d'ailleurs pour certaines cabines. On est la seule compagnie, à ma connaissance, au monde à avoir des navigants dédiés à la cabine première classe. Et ils ont été plus que formés, ils ont été sélectionnés parce que ce qu'on veut donner à nos clients premiers, c'est d'abord de la générosité. Donc on les a sélectionnés par rapport à leur personnalité. Donc oui, tout ça c'est très important. La mise en œuvre, la mise en scène du service est un élément fondamental. Servir un bon vin, c'est bien. Servir un vin français, c'est mieux. Raconter une histoire et faire vivre une expérience quand le client boit ce vin, c'est encore mieux. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec nos équipages. Alors, votre enjeu pour vous d'une relation client réussie, si vous êtes arrivé il y a 1 an, prendre un peu la température, etc. Si vous deviez juger que vous avez réussi dans 2 ans ce que vous avez entrepris aujourd'hui, ça veut dire qu'il se serait passé quoi? L'expérience est réussie si le client a transformé son voyage en expérience positive, avec toute une série de moments et de relations positives. Il y a des gros enjeux dans cet univers de l'aérien. Il y a le prix du kérosène, il y a les menaces, il y a les pays dans lesquels on ne peut plus trop se rendre, il y a le temps qu'on met pour rentrer et sortir des avions parce que c'est de plus en plus compliqué, de plus en plus long. Donc, il y a des révolutions, des tremblements de terre, des volcans. Donc les gens sont stressés parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude, donc ils ont peur d'avoir oublié des choses. Il y a le passage de douane où on n'est pas toujours super bien accueilli parce que les douaniers, eux, ils ont peut-être manqué un peu de formation de temps en temps dans certains pays. Donc tout ça, ça veut dire que c'est un peu globalisé. Comment est-ce que, une fois qu'on est monté à bord, là on est dans l'univers Air France lui-même? Alors effectivement, je dirais que un des axes de travail qu'on a, c'est de diminuer, d'éliminer le stress de nos clients et de transformer le voyage en moment de plaisir. C'est vraiment ça. Donc on s'appuie sur plusieurs choses. La première chose, on veut rendre le client de plus en plus autonome. La deuxième chose, on veut utiliser ces petits instruments comme assistants personnels pour tous nos clients quand ils sont en mobilité.
on veut fluidifier tout le parcours au sol. Donc c'est des choses extrêmement lourdes, extrêmement importantes sur lesquelles on travaille et on propose des services nouveaux tous les jours. Alors par exemple, est-ce que vous avez... Par exemple... la mobilité par exemple, c'est vrai que c'est quelque chose qui, tous les gens qui viennent nous faire part de leurs expériences, c'est quelque chose qui est très neuf en réalité, ça fait quelques années à peine. Il y a de plus en plus de gens qui sont utilisateurs. Comment ça se traduit chez Air France? Par exemple, depuis le 1er février, tous les clients qui nous laissent un numéro de téléphone portable ou un contact email, on leur envoie de manière proactive l'information s'il y a une irrégularité qui se produit. D'accord. Ils n'ont pas à s'inscrire, ils n'ont pas à payer, ils n'ont pas à voyager en cabine affaires, c'est pas limité au vol au départ de notre plateforme principale de Roissy. Quel que soit l'aéroport, quel que soit le client dans le monde entier, si on a son contact personnel, on l'informe avant que l'irrégularité ne se produise. Donc on le fait pour lui indiquer que sa porte d'embarquement va changer, que son vol est en retard, si c'est le cas, bien sûr, uniquement, hein, c'est des messages personnalisés, on l'envoie, si son vol est annulé. Donc ça, c'est par exemple quelques événements avant le départ du vol. On donne des informations aussi à l'arrivée. Par exemple, dans les cas où le bagage n'est pas arrivé avec le client, on en informe le client sur son téléphone portable. Et comme ça, il n'a pas à faire la queue, par exemple, au tapis bagage. On informe aussi en temps réel, toujours je continue sur cet exemple, si son bagage a été retrouvé, ce qui est fait dans quasiment 100% des cas, quand il lui sera livré, et l'adresse de livraison lui est confirmée aussi par email. Donc ça, c'est un service qu'on a lancé pour Air France et pour KLM, qui s'appelle Connect. On est la seule compagnie aérienne au monde à avoir développé un tel service à une telle ampleur. Parce qu'on croit, et on est convaincu que notre responsabilité, c'est d'ôter tout le stress possible. Et on sait que toutes les compagnies aériennes subissent des irrégularités, et donc notre rôle, c'est de traiter au mieux le client quand une irrégularité se produit. Voilà, une seule condition, c'est qu'on ait leur contact opérationnel, et on l'a pour plus de 50% des clients. Alors, quand on parle de relations clients, on parle souvent de CRM, donc de base de données, etc. Vous, vos clients, certains sont très réguliers, d'autres le sont beaucoup moins, voire très occasionnels. Vous avez segmenté toutes ces populations. Il se dit que dans un même avion, il peut y avoir un très grand nombre de tarifs différents pour des personnes assises dans des sièges identiques. Ça, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Est-ce que dans un avion, il y a effectivement beaucoup de tarifs différents pour des places? Il y a des tarifs différents, mais il y a des conditions différentes. Voilà, si j'ai acheté plus tôt, si j'ai acheté en plus grand, si vous avez de la flexibilité, si c'est remboursable, si c'est pas remboursable. Et ça, c'est assez particulier à votre univers aussi. C'est très particulier, enfin, c'est très accentué, disons, dans votre univers. Oui, enfin, c'est une caractéristique des compagnies aériennes. Voilà. Et alors que si j'achète ma Mercedes, mais les 6 mois avant, aussi, enfin, il y a beaucoup d'autres industries qui font la même chose. Hein. C'est quand vous avez un produit périssable. Et à nouveau, on ne vend pas qu'un transport de A à B, on vend aussi toute une série de services autour. Ouais. Certains ont accès au salon, d'autres pas. Ça dépend notamment du prix que vous payez. Et ça, c'est la manifestation. Ça peut aussi dépendre de votre fidélité. Vous savez qu'on a un programme qui marche très bien. C'est le premier programme en Europe de fidélisation, Flying Blue. On a plus de 19 millions de passagers fréquents, donc ils sont membres de ce système de fidélisation. Et un certain nombre de services sont attachés ou au tarif ou à la fidélité du client. D'accord, donc ça c'est la question. La fidélité reste une valeur de notre monde actuel. Vous n'avez pas tort, c'est la question qui allait venir juste après. Mais est-ce que c'est l'ajustement un peu millimétrique des tarifs à des situations, des attentes, des conditions, etc. différentes, est-ce que ça c'est la manifestation plus du marketing, plus d'une ingénierie financière, la combinaison des deux? Est-ce que vous savez mieux, par exemple, calculer le ROI dans certains cas, l'intérêt, etc. Comment est-ce qu'on en est venu là? Et comment ça fonctionne exactement? Qui décide justement des ajustements tarifaires dans les... Il y a une direction particulière qui s'appelle la direction du revenu management et du pricing. Ouais. Et c'est elle qui détermine les grilles de prix, les conditions attachées et qui ouvre ou qui ferme les classes de réservation
en fonction des différents tarifs. Mais je crois que ça correspond aussi, enfin c'est important, à une logique client. Oui. Certains clients en demandent plus et donc doivent payer un peu plus cher. Et grâce à ces clients, on peut avoir des tarifs extrêmement compétitifs pour d'autres clients qui sont prêts à plus de contraintes que ne l'est un homme d'affaires. Donc ça correspond à une logique forte client également. Alors vous avez évoqué la Flying Blue, votre programme de fidélisation, qui est ancien déjà. C'est quelque chose qui a démarré il y a 20 ans, plus que ça. Oui, peut-être pas autant. Et donc on l'a fortement remodelé avec la création du groupe Air France KLM. On a maintenant un système de fidélisation qui est unique. Et je crois qu'on a lancé donc Flying Blue, avant c'était Fréquence Plus, en 2005, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Et donc c'est pas uniquement Air France et KLM, je tiens à souligner aussi, mais c'est d'autres compagnies aériennes, c'est d'autres partenaires, on a plus de 130 partenaires dans notre système de fidélisation. C'est vraiment le système leader en Europe. Alors, il y a des compagnies américaines qui ont des bases de données fidélisées plus importantes que nous, mais en Europe on est vraiment le groupe aérien numéro 1 pour ce système de fidélisation. On va plus loin aussi. Notre ambition, c'est d'aller jusqu'à la personnalisation. Je l'ai évoqué, mais c'est vraiment un axe extrêmement fort et extrêmement important de notre marketing. Donc entre ce système de fidélisation pour tous les passagers fréquents et la personnalisation, on a des steps intermédiaires. On a un certain nombre de communautés qu'on a développées autour de Flying Blue. La première communauté qu'on a développée, c'est le Petroleum Club. Donc pour tous nos clients qui travaillent dans le monde du gaz et du pétrole, on a développé un club particulier à l'intérieur de Flying Blue. Ça c'est effectivement intéressant parce que ça veut dire que là vous êtes obligé d'enrichir la relation. Là, exactement. C'est d'en savoir plus. Alors, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous savez quel est le sport principal pratiqué par nos clients à travers le monde? Je suis sûr que c'est pas le football, sinon vous ne m'auriez pas posé la question. Non. Donc j'imagine que c'est le cricket. Parce qu'on a un club particulier pour eux aussi. Donc c'est pour le cricket? C'est la course à pied. La course à pied. Quel est le sport qu'on peut pratiquer facilement, partout, avec une paire de chaussures dans la valise, valise, une paire de baskets, c'est courir un petit peu. Exactement. Donc on a un club running qui a, je crois, à peu près 50 000 membres. Et bien sûr, on échange des informations, des tips, on participe à un certain nombre de marathons, donc on est assez actif et on anime une communauté de runners, grands voyageurs à travers le monde. On fait la même chose pour le golf, etc. Donc ça aussi, c'est un axe assez important. Alors la question, parce que nous, on s'était pas mal intéressé à toutes ces problématiques de fidélisation qui sont quand même au cœur de beaucoup d'activités. Est-ce que votre politique de fidélisation fidélise? Et comment vous le mesurez? C'est une drôle de question. Oui, c'est l'étude qu'on avait conduite montrait que beaucoup de patrons de programmes de fidélisation étaient incapables de répondre à cette question. 67% ne pouvaient pas dire dans quelle mesure ça fidélisait. Si je supprime brutalement mes programmes de fidélisation, je perds combien de clients et en combien de temps? On le mesure dans nos résultats et dans nos enquêtes. Oui. Et c'est pas une question facile en réalité, de dire à quel degré ça fidélise. Et c'est pas... Alors, on interroge, on fait des sondages à bord, des enquêtes à bord. C'est un exemple parmi d'autres. On a 1,5 million de clients qui répondent à ces enquêtes à bord chaque année. On leur demande bien sûr quelle est leur raison du choix d'Air France. Un certain nombre d'entre eux mentionnent le programme de fidélité. Donc c'est un élément, je dirais, déjà concret. Le client nous dit j'ai choisi Air France parce que je gagne des miles. Il faut dire que c'est un pourcentage non négligeable de nos clients. On le mesure aussi, enfin ces systèmes sont extrêmement performants en cas de crise. Parce que c'est des systèmes fidélisants. Voilà, donc ils lissent un petit peu, et ça aussi on le voit clairement dans nos résultats et dans nos recettes. Donc non, on sait en mesurer le coût, qui est significatif, et le retour sur investissement qui est extrêmement positif. Alors vous avez évoqué tout à l'heure... Je crois que beaucoup de secteurs rêvent d'avoir des systèmes aussi performants que les systèmes de fidélisation des compagnies aériennes. Je pense que les billets gratuits font toujours rêver, même si on les mérite, si on les a accumulés. Donc c'est des systèmes qui sont extrêmement
Les nouveaux enjeux impactant sur la plage. en matière de relations clients pour vous, avec la raréfaction du pétrole, la saturation aérienne dans certains cas, la difficulté de maîtriser certaines destinations de temps en temps. Quels sont les prochains gros enjeux On a beaucoup d'enjeux autour des nouvelles technologies, vous l'avez évoqué. Oui. 99% de nos clients ont des téléphones portables, 99%. Donc notre clientèle est très mature sur toutes ces nouvelles technologies. On est maintenant sur le podium des 3 compagnies les plus présentes dans le monde entier sur les médias sociaux. On est très présent sur Facebook. Vous avez combien de fans sur Facebook alors? Alors ça augmente tous les jours, je ne pourrais pas vous donner le chiffre précis. Je reviens de vacances, on est au-dessus de 700 000 sur Facebook, par exemple. C'est pas mal, ouais. Par exemple. On est aux alentours de 250 à 300 000 sur Twitter. On a des objectifs de messages lus sur les médias sociaux supérieurs à une centaine de millions par an. On a sur les mobiles, aujourd'hui, et c'est des chiffres qui explosent tous les jours, aujourd'hui notre développement sur le mobile, d'une année sur l'autre, est de 1200%. Donc ça n'a plus rien à voir par rapport à ce qu'on faisait l'année passée. Le mois dernier, on a eu plus de 2 millions de connexions, le mois dernier, par nos clients qui cherchaient des informations, qui s'inscrivaient sur Flying Blue, qui voulaient modifier leur réservation sur le téléphone mobile. Donc là, on a vraiment un grand enjeu d'accompagner tous nos clients et de pouvoir leur apporter tous les services, toute la proximité, quel que soit l'endroit du monde où ils sont. Alors, est-ce que en matière d'intégration des systèmes d'information entre la base de données, CRM, la connaissance des clients eux-mêmes, la gestion, le pilotage du community management, les réseaux sociaux, ce qui se passe sur les forums, les blogs, etc., la gestion de ce qui va être médiation entre les différents sites internet, les achats de mots-clés, de référencement, etc. Comment est-ce que vous avez intégré ça? Parce que chaque fois c'est un univers nouveau qu'il faut intégrer dans un système d'information qui doit être déjà joliment complexe. Oui, tout à fait. Qui pilote ça? Comment s'est piloté ce chantier-là? Est-ce que c'est le marketing qui est à la manœuvre? Est-ce que Oui, c'est on a un ensemble des chefs de projet. Donc on en a pour la personnalisation, pour le CRM, pour le mobile. On veut développer demain des applications spécifiques pour les tablettes. Donc chaque fois, on a des chefs de projet qui travaillent avec la direction informatique, mais pas seulement, sur... Et par exemple, est-ce que vous avez, vous, une analyse en matière de coûts, de dire un appel téléphonique me coûte X, un traitement en self-care par le consommateur sur Internet ne me coûte rien à part la maintenance de mon système. Donc je bascule de l'un à l'autre, je vais pousser les gens... On sait qu'aujourd'hui, je crois que c'est 54% de nos clients s'enregistrent eux-mêmes. Ouais. C'est énorme. Et c'est des économies derrière, bien sûr, pour personnel, etc. Pour Air France. Mais plus que des économies, c'est surtout une prise d'autonomie par le client. Ouais. Parce que c'est le client lui-même et pas un agent qui choisit pour son compte le siège qu'il aura dans la vie. Parce que le client visualise d'abord le plan de cabine et choisit le siège qu'il souhaite. Donc c'est à la fois un plus pour le client, c'est de la fluidité en aéroport pour nous, parce qu'il n'y a plus de processus à faire en aéroport, plus de queue, et puis c'est des économies pour nous. Donc c'est du win-win-win. Et quand on dit que les réseaux sociaux, les pages Facebook par exemple, aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers de fans, entre guillemets, aujourd'hui le système ne permet pas facilement de les segmenter, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont fans, on ne sait pas forcément à quelle date ils sont devenus fans, à quel degré ils sont fans individuellement, etc. etc. Leur motivation pour être fan. Et pour autant, j'ai cette communauté qui est tout d'un coup une espèce de spectateur des débats qui peuvent se dérouler sur les pages Facebook. Quand j'ai de la saturation dans les files d'attente des services consommateurs, des services de relations clients, les centres d'appel, on voit chez certains des bifurcations
du service client qui ne répond pas forcément bien, qui ne répond pas du tout, qui répond pas aimablement, ou qui n'est pas disponible. Et tout d'un coup, les gens vont exprimer leur doléance sur la page Facebook de la marque. Dans ces cas-là, il y a une problématique d'unification de démarche entre le community management qui gère la page Facebook, qui a plutôt une coloration communication média, et de l'autre côté, une communication plutôt opérationnelle qui doit s'interconnecter. Ça, c'est une problématique que les marques sont en train de découvrir, parce que c'est tout récent. Et pour autant, le système d'information ne permet pas toujours d'unifier les choses. Comment est-ce que vous envisagez, quel est votre regard là-dessus? Est-ce que... C'est un élément fondamental. Notre objectif, c'est d'être accessible par tous les canaux et d'avoir bien sûr une cohérence entre les différents canaux. Donc on a créé il y a un peu plus d'un an ce qu'on appelle un hub pour les médias sociaux, 2 d'ailleurs, un pour KLM, un pour Air France, parce qu'on pense que la proximité par rapport à la marque est très importante. Et on pilote ces 2 hubs sur les médias sociaux avec la direction de la communication. Mais c'est bien le marketing et la direction de la communication, et pour le traitement des réclamations clients, on s'assure bien sûr qu'il y ait une cohérence, quel que soit le canal utilisé par le client pour nous adresser sa réclamation. C'est-à-dire que le community manager qui est en train de gérer un message sur la page Facebook, c'est pas lui qui va traiter la réclamation du client. Et donc si le client exprime une réclamation sur cette page Facebook, il est traité par des équipes spécialisées dans les réclamations clients, qui vont répondre quel que soit le canal. Est-ce que le client nous a interpellé sur Internet, sur Facebook, nous a adressé un courrier, a appelé un centre de réservation? Donc vous avez élargi le périmètre de compétences de vos équipes de... Exactement. Les médias sociaux sont une porte d'entrée. Très bien, ouais. Ça, vous savez que c'est pas... On souhaite être accessible. Et de toute façon, mais il y a une énorme différence, parce que c'est vrai que les débats qui se déroulent sur une page Facebook sont publics. C'est-à-dire qu'il y a 700 000 personnes dans votre cas qui y assistent, potentiellement. Et bien entendu, c'est pas pareil qu'une communication de personne à personne avec le call center. Et donc c'est pour ça qu'il y a une sensibilité qui est tout à fait autre. L'enjeu n'est pas le même. Et Air France est une marque connue, avec laquelle beaucoup de gens aiment bien dialoguer, beaucoup de gens ont beaucoup de choses à dire. Donc effectivement, il est assez sollicité sur les médias sociaux. On est derrière le président Sarkozy, mais on est parmi les premières sociétés en France pour le nombre de blogs, de messages qu'on a sur les médias sociaux. Donc on suit ça avec beaucoup d'attention, et tous les matins par exemple, sur mon écran, j'ai le rapport sur ce qui s'est dit la veille, sur Air France, sur KLM, sur tous nos concurrents, sur les médias sociaux. Donc on suit le contenu et la tonalité de ce qui est dit concernant Air France et nos concurrents sur les médias sociaux. Et c'est très riche et très intéressant. J'ai juste une question qui est anecdotique et qui est un peu... On parle beaucoup de la détection des signaux faibles dans l'univers des médias sociaux, justement de dire c'est pas forcément le message qui est le plus diffusé qui a le plus de sens, c'est celui qui va être porteur de sens, c'est celui qui démarre petit, qui pourrait devenir gros, et l'idée c'est de le détecter quand il est petit dans un coin. Il y a l'exemple fameux de cette utilisatrice qui avait fait une réclamation dans une entreprise. Le community management avait vu qu'elle avait 300 followers sur Twitter, donc ils ont dit ok, on s'en fiche, donc on la traite pas mieux que ça, et c'est devenu le tweet le plus diffusé des États-Unis dans le week-end qui a suivi. Et donc comme quoi c'est pas forcément très facile de faire son chemin dans cette nouvelle logique en fait. Alors ce que je voudrais dire aussi, en enfonçant peut-être une porte ouverte, c'est qu'il y a plusieurs médias sociaux et qu'on n'utilise pas les différents sites de la même manière. Ça me paraît aussi très, très important. Sur YouTube, on a une politique de partage d'expérience. Donc on est tout à fait au début, mettre en ligne de plus en plus de vidéos ou de contenus qui permettent à ces gens-là de voir quelle est l'expérience qu'ils pourraient avoir avec Air France, dans un salon, dans une cabine affaires, avec le téléphone mobile, etc. On veut impliquer aussi, d'autres sociétés le font, les internautes dans la création de nos services futurs. Donc, par exemple, il y a quelques semaines, on a demandé à nos fans sur Facebook de choisir avec nous une partie de notre bibliothèque de films
Et donc une partie des films qui vont être visionnables à bord des longs courriers d'Air France courant du mois de septembre ont été choisis par des internautes sur Facebook. Donc il y a plusieurs utilisations. Twitter est beaucoup plus réactif, donc c'est plus sur le servicing et la réponse aux questions. Ce qui explique par exemple qu'on a un site centralisé Facebook, parce que c'est plus image de marque, et qu'on a des sites locaux sur Twitter, parce qu'on doit avoir une proximité locale importante, parce que très souvent c'est des questions très locales, il y a une demande de services local. Et on a des utilisations différentes sur les différents médias sociaux. Et dans les dialogues avec les consommateurs, est-ce que vous êtes, on parle beaucoup dans l'univers de la relation client de Zappos, où tout le monde est amené éventuellement à dialoguer avec le client, à tous les niveaux d'entreprise, depuis l'atelier jusqu'à, etc. Chez Air France, est-ce qu'il y a des spécialistes du dialogue avec le client? C'est un peu ce que j'ai entendu là. Est-ce que néanmoins, vous êtes, comme vous dites, on est très au contact dans votre métier du consommateur, puisqu'on est vraiment à côté de lui. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a une généralisation de la prise de parole, une diffusion de l'autorisation de prise de parole dans l'entreprise depuis quelques années? C'est bien sûr des gens compétents qui répondent aux clients. Ouais. Mais la voix du client, on essaie de la diffuser partout dans l'entreprise. C'est qu'un seul exemple. Sur les médias sociaux, donc on a un comité exécutif avec une vingtaine de personnes. Les membres du comité exécutif, on les baigne une demi-journée dans les médias sociaux. On les fait accueillir des clients dans nos salons. On les met en double écoute dans nos centres de réservation. Donc le directeur de la maintenance, par exemple, est amené à rencontrer au moins une fois par an un ou plusieurs clients. Même chose pour le directeur informatique. Donc on essaye, et ce rapport sur tout ce qui est publié sur Air France, sur les médias sociaux, est bien sûr diffusé au niveau de la direction générale de l'entreprise. Tous les mois, il y a une présentation sur la vision client qui est faite au comité exécutif du groupe Air France KLM. C'est vraiment une volonté, une pratique de faire entendre la voix du client au plus haut niveau de la société. Ça me semble une seule à le faire, mais en tout cas, on le fait. C'est déjà très important d'orienter la politique de l'entreprise de cette façon, parce qu'il y a des discours et il y a la réalité. On voit à travers tous les exemples que vous avez donnés qu'il y a énormément de choses qui sont faites, que l'entreprise est très importante, qu'elle est très répartie, et c'est naturellement, puisque votre métier c'est d'être présent dans tous les endroits du globe ou presque, donc ça ne simplifie pas les choses. Mais on voit que la réflexion est ancienne, c'est ça aussi qui fait qu'il y a aussi une espèce d'élan dans cette démarche. Et puis on a l'impression que c'est une entreprise qui est aussi extrêmement syndiquée et que la nécessité du dialogue, elle n'est pas d'hier et qu'elle est un peu constante vers l'extérieur et aussi vers l'intérieur. Donc on voit qu'il y a un peu une culture de cette nature chez vous. C'est l'impression que ça donne. En tout cas, merci d'être venu partager ces informations et de nous faire mieux connaître un peu de l'intérieur et la mutation qui est en cours chez vous en matière de relations clients. Merci à vous.